Bonsoir à tous, c'est Tambour Battant consacré à quel avenir pour le service public. Nos premiers invités que nous recevons avec Hélène Mathieu sont Émilien Ruiz, qui est historien, enseignant à Sciences Po et qui est à la tête de travaux qui s'occupent de l'histoire du nombre de fonctionnaires, lauréat du prix Saint-Simon à l'École des hautes études en sciences sociales et auteur d'un livre qui vient de paraître, Trop de fonctionnaires, point d'interrogation, chez Fayard, Histoire d'une obsession française. Et Claire Lemercier, bonsoir Claire Lemercier, vous êtes historienne aussi, vous êtes membre du Centre de sociologie des organisations, vous êtes l'auteur de Sociologie historique du capitalisme, et puis La valeur du service public, qui vient de paraître aux éditions de La Découverte. Alors voilà, on va commencer par vous, Émilien Ruiz, au moins sur un thème, c'est diminuer le nombre de fonctionnaires, ça remonte à loin. Et on a toujours voulu diminuer le nombre de fonctionnaires. Quand Madame Pécresse, candidate de la droite classique, demande à ce qu'on diminue de 200 000 le nombre de fonctionnaires en France, elle n'est pas finalement aussi originale que ça, puisque avant elle, Fillon avait demandé 500 000, d'autres avaient demandé 300 000, et que les centaines de milliers comme ça défilent facilement. Depuis longtemps, la commission de la hache est chez nous. La question qui se pose, c'est que la gauche et la droite ont eu ces mêmes discours. Et qu'en fait, la gauche a aussi quelquefois eu ce discours-là. Et depuis 1893, il y a toujours l'idée qu'il faut diminuer le nombre de fonctionnaires pour qu'ils aient une meilleure rémunération, parce qu'on oppose, au fond, le nombre de fonctionnaires à la question de la rémunération, en disant, mais comme ça, ils seront mieux payés. Mais moi, j'ai découvert en vous lisant que Saint-Just, en 1793, disait il y a 20 000 sots qui corrompent la République et qu'il faut supprimer. Alors, 20 000 sots, ça veut dire qu'il considérait que les fonctionnaires étaient des idiots. Tout le monde ne considère quand même pas ça. Non, et puis en réalité, ils ne considéraient pas forcément que c'était des idiots. C'est qu'en fait, ce qu'ils considéraient, c'est que leur nombre risquait d'en faire un pouvoir autonome dans l'État. Donc la crainte de Saint-Just, c'est que la bureaucratie confisque la Révolution. Et en fait, c'est ça qui explique, comme vous venez de le dire, la gauche, la droite, tout le monde a toujours dit qu'il y avait trop de fonctionnaires. Et c'était l'une des questions que je me suis posée en faisant ce livre, c'est comment expliquer que tous ces gens que tout oppose, sur 2 siècles, ont ce point commun, qui est quasiment un des seuls points communs qu'ils ont tous, à part le fait qu'ils sont tous des hommes, jusqu'à Valérie Pécresse. Leur point commun, c'est de toujours avoir dit qu'il y avait trop de fonctionnaires. En fait, ce livre, et la façon dont j'ai posé cette question, c'était essayer de comprendre pourquoi ils étaient unanimes. Et en fait, ils ne sont pas unanimes. Ils dénoncent tous autre chose. Saint-Just, c'était le risque de corruption de la Révolution et de la République. Valérie Pécresse parle d'administration administrante, elle parle encore d'autre chose aujourd'hui. Hélène Mathieu ? Oui, moi j'ai découvert avec intérêt l'alliance objective qui passe par Torres, mais comme disait Antoine, qui remonte à beaucoup plus loin. Moins de fonctionnaires, mais mieux payés. Et ça c'est intéressant parce que c'est historique et c'est un combat. Mais après, vous critiquez quand même, enfin vous relatez, des critiques sur l'État administrant. Alors, en fait, qui est théoriquement au service du social, mais qui peut-être gère pour lui-même. Alors, en fait, cette alliance objective, en tout cas, ce qui est très intéressant, c'est que moi, je l'ai rencontrée en débutant mes recherches. J'ai commencé autour du milieu des années 2000, autour de 2005, et donc c'est le début de la période dans laquelle on est encore, puisque depuis 2005, on a cessé d'essayer de réduire les effectifs. Il n'y a pas eu de gouvernement qui n'a pas soit stabilisé, soit réduit. Mais et le discours... Ce qui est important, c'est quand même, excusez-moi de vous interrompre, c'est quand même le fait que tout le monde dit qu'il veut réduire et personne ne réduit. En fait, si on veut... Alors Nicolas Sarkozy a un peu réduit en fait. Oui, 90 000. Voilà, c'est ça, autour de 90 000 en solde. Et en réalité, en disant que ce serait pour mieux payer les fonctionnaires, ce qu'il n'a pas fait. Alors ce qu'il n'a pas fait, parce que si on regarde l'évolution du pouvoir d'achat des fonctionnaires en masse, comme on le fait quand on dit on a réduit de 93 000, on regarde en masse. Eh bien en fait, le pouvoir d'achat des fonctionnaires a diminué. Gel du point. Voilà, mais en revanche, il y a eu des primes catégorielles, etc. On a récompensé au mérite ceux qui étaient considérés comme méritant des augmentations supplémentaires. On revient en fait à un mode d'allocation des ressources d'avant le statut quasiment, c'est-à-dire où la rémunération ne dépend pas de règles. Mais ce qui est intéressant quand Nicolas Sarkozy fait ça, c'est qu'on a le sentiment d'un discours inédit, alors que trop de fonctionnaires, et c'est pour ça qu'ils sont mal payés, c'est quasiment inhérent à la dénonciation du nombre des fonctionnaires. Depuis la Convention.
On a toujours dit, si on veut les payer plus, il faut en réduire le nombre. En revanche, on a essayé 2 fois de vraiment augmenter les salaires. C'est dans les années 20 et dans les années 40. Et en l'occurrence, c'est 2 périodes où on a dans les années 20 de la gauche et de la droite, bloc national, bloc des gauches, pour le dire vite, qui mènent une politique commune de réduction des effectifs, mais qui disent on le fait parce que sinon on n'arrivera pas à augmenter les traitements, dans une époque où l'inflation est telle qu'en fait, les fonctionnaires, dans l'entre-deux-guerres, leur rémunération est bien moindre en pouvoir d'achat de celle qu'ils avaient avant la Première Guerre mondiale. Donc on augmente vraiment les salaires. Sauf qu'on les augmente beaucoup, on a le sentiment que c'est beaucoup pour le budget, mais en fait, l'inflation étant très forte, en fait, en pouvoir d'achat, ils continuent d'en perdre. Et dans les années 40, c'est un peu pareil, c'est-à-dire comme dans les années 40, autour de 47-48, après la Deuxième Guerre mondiale, on fait le statut, on réduit les effectifs et on donne plus de traitements, mais les fonctionnaires sont encore moins bien payés qu'ils ne l'étaient avant la Première Guerre mondiale. Il n'empêche qu'il y a une dépolitisation, quand on lit votre livre, du discours sur la fonction publique. C'est-à-dire que tout le monde a en tête, au fond, cette question du budget, parce qu'elle est avancée comme ça, comme telle par les politiques. Mais avant, la question principale, c'était la politisation des fonctionnaires. C'est encore le cas, hein, dans certaines préfectures. Il y a un spoil system quand même qui existe et qui fait que quand l'opposition gagne un siège, on se dit qu'ils vont virer la haute fonction publique, au moins la haute fonction publique. Alors oui, à ceci près que depuis, il y a un statut. Donc en fait, si vous voulez, le spoil system, c'est ce qu'on a tendance souvent à comparer, d'ailleurs on utilise le mot en anglais parce qu'on pense au système aux États-Unis. Le vrai spoil system, c'est on vire les gens. C'est-à-dire que la haute fonction publique, on la licencie, elle n'a plus de travail, elle a qu'à chercher du travail ailleurs, à chaque changement politique. En France, on ne peut pas le faire parce qu'il y a les statuts. C'est ça. Ce qui subsiste de postes politiques, les recteurs, les préfets par exemple, qui sont deux cas types de relais politiques du gouvernement, effectivement, on peut s'en séparer lorsque le vent change ou quand on comprend qu'ils ne vont pas suivre la politique voulue. Mais en fait, le statut fait que on les met ailleurs, ils ont un autre poste. Donc la politisation, le statut la règle en partie, c'est-à-dire que ce jeu d'équilibre entre garantie et obligation permet d'avoir un maintien d'une certaine politisation des hauts fonctionnaires, mais le jeu est connu d'avance, c'est-à-dire que je suis préfet, je suis au service d'un gouvernement, si le gouvernement suivant ne me convient pas, je peux demander à aller ailleurs, ou le gouvernement peut me remercier, et ça ne met pas du tout en cause ma carrière, mon avenir, ou le simple fait de pouvoir payer mon loyer et manger. La différence entre le grade et l'emploi. Peut-être qu'il conviendrait de rappeler un peu ce qu'il y a dans le statut, en échange et en débat. Donc il y a un statut 1946 et révisé pour les plus anciens des téléspectateurs 1983 à Nice-Le-Port. Dans le statut, donc, l'égalité, l'indépendance, la citoyenneté, ces 3 principes, avec un concours pour assurer l'égalité, ce qui fait que beaucoup de fonctionnaires, en fait, viennent des dom-toms parce que là, il n'y a pas de discrimination à l'embauche, etc. Et qu'il y a une égalité homme-femme dans le concours. Ça, c'est très important. Les gens, quand ils parlent des fonctionnaires, ont tendance à oublier ça. Deuxième chose, la grille indiciaire. Troisième chose, la séparation que vous évoquiez à l'instant, du grade et de l'emploi. Donc, on continue sa carrière, quoi qu'il en soit. Mais en même temps... on a bien vu depuis les années 80 que gel, emploi en réserve, embauche d'auxiliaires, à l'éducation nationale bien sûr, mais de contractuels, y compris au sein de la fonction publique d'État. Je ne parle même pas de l'hôpital et l'armée, parce qu'en fait, on aurait peut-être dû commencer par dire la fonction publique... c'est quoi? Enfin, on va peut-être y revenir après. Donc, finissons peut-être sur le statut des auxiliaires, des contractuels, y compris des contractuels chez les directeurs d'administration centrale maintenant. Avec une augmentation, Claire Lemercier, c'est d'importance, je peux vous entendre là-dessus, une augmentation des auxiliaires, une augmentation de ces gens qui sont hors statut, et au fond une diminution des gens qui ont le statut. D'où d'ailleurs une discussion très complexe sur les chiffres. Tout à fait, mais en fait, Émilien en parle aussi très bien. Hein, tous ces anathèmes sur le nombre de fonctionnaires se heurtent au fait que personne ne dit très clairement ce qui est un fonctionnaire, ce qui ne l'est pas, parce que c'est extrêmement compliqué. Et très souvent, le nombre de fonctionnaires, quand on emploie le terme fonctionnaire, c'est les gens qui sont dans la fonction publique d'État ou hospitalière ou territoriale, mais on inclut des contractuels, y compris vraiment des gens avec des tout petits statuts qui sont payés à l'heure, etc., comme beaucoup d'enseignants d'université. Donc, quand on dénonce ces nombres, bien sûr, ces gens sont payés sur le budget de l'État,
Donc si on veut parler de la dépense publique, pourquoi pas, mais ce ne sont pas des gens qui ont la protection du statut. Et aujourd'hui, alors sous le contrôle d'Emilien et sans rouvrir le livre pour vérifier, sur l'ensemble des 3 fonctions publiques, on est à environ 20% de contractuels. Alors je vais vous donner les chiffres que moi j'ai relevés dans vos deux livres. Bien. Je ne sais plus très bien d'ailleurs dans lequel ils disent à peu près la même chose. Ils ont la même source. 5 600 000 agents, 5 600 000 agents donc, de services publics, c'est l'État, les collectivités territoriales et les hospitaliers. Et la fonction hospitalière. Et l'armée, oui. Et l'éducation nationale. Oui. Qui est dans l'État, oui. Mais ça, c'est dans l'État. On va revenir sur ce qu'est l'État, parce que c'est... Et puis ensuite, il y a 2,5 millions d'agents de l'État. Donc 2,5 millions d'agents d'État stricto sensu, donc ils ne sont pas dans les territoires, les collectivités territoriales et les hôpitaux. Et il y a 1,5 million seulement qui sont fonctionnaires. Alors, c'est important d'avoir ces 3 chiffres en tête, parce que quand on a ces 3 chiffres en tête, 5,6 millions d'agents, 2,5 millions d'agents de l'État, 1,5 million de fonctionnaires, on se rend compte que tout le monde n'est pas fonctionnaire, et que le statut de fonctionnaire, c'est un privilège qui de plus en plus est restreint à une catégorie de la population. Alors peut-être Claire Lemercier, vous pouvez nous expliquer si au fond c'est si inconscient dans le grand public au moins, ces différences, est-ce que c'est totalement conscient chez les fonctionnaires ? Non, je pense que la plupart des fonctionnaires ne se rendent pas du tout compte non plus de tout ça. Et un des buts de notre livre, d'ailleurs, c'est que ça s'adresse aussi aux usagers, bien sûr, mais c'est que les fonctionnaires se rendent compte que les problèmes qu'ils et elles rencontrent sont communs à beaucoup de services publics, sont communs à des gens qui sont fonctionnaires, des gens qui sont précaires, que si dans leur service, il y a de plus en plus de précaires, ben, ça se passe partout. En fait, et de se donner un peu cette vue d'ensemble que personne n'a. Et moi, la première, fonctionnaire de la recherche, j'ai découvert des choses sur des coins de la fonction publique et des services publics, les deux ne se recouvrent vraiment pas, que j'ignorais totalement en faisant cette enquête avec mes collègues Julie Gervais et Willy Pelletier. On a été voir l'Office national des forêts, on a été voir dans le passé les gardiens de phare, on a été voir les remplaçantes ATSEM, donc les dames de service dans les écoles maternelles. Et au premier abord, si on me citait ces professions, je n'aurais pas du tout su dire si elles étaient fonctionnaires ou pas en général, relevant de l'État ou de collectivité territoriale. Alors ils sont fonctionnaires ou pas ? Ça dépend. Par exemple, les agentes qui s'occupent des écoles maternelles, donc de tout ce qui n'est pas enseignement dans les écoles maternelles, ce qui est gigantesque, c'est un bon exemple parce qu'elles font partie de la fonction publique territoriale, que Valérie Pécresse, notamment, a un petit peu utilisé comme punching ball récemment. À mon sens, je ne suis pas dans sa tête, parce que les gens ne savent pas trop ce que c'est, la fonction publique territoriale. Et donc, on peut avoir l'idée que c'est cette dite administration administrante qui produit surtout des formulaires. Bon, il se trouve que les auxiliaires des écoles maternelles sont dans les gros bataillons de ce qu'on appelle la fonction publique territoriale. Est-ce que pour autant, elles ont le statut de fonctionnaire ? Non. Pas toutes, il y en a. Et celles qui l'ont, ça donne quand même, alors c'est pas, je ne vous cache rien, c'est pas des salaires géniaux, c'est pas des possibilités d'avancement géniales, mais ça donne une garantie de continuité de l'emploi pour le moins. Mais de plus en plus, ce qu'a montré notamment une sociologue, Marion Gaborio, c'est que ces femmes sont quand même en sous-effectif, les fonctions sont très difficiles, donc il y a beaucoup de congés maladie. Et pour les remplacer, alors là, c'est du grand n'importe quoi. C'est des vacataires. Et vous dites... C'est même pas des vacataires, c'est des contrats de collaboratrices, je crois qu'on appelle. Oui, des contrats de très courte durée. Même pas de contrats écrits, en fait. Oui, parce que vous dites maternelle, mais c'est toutes les écoles en général. C'est tous les personnels qui font le ménage ou l'assistance aux enfants et aux enseignants. Et il y a des précaires encore pires, c'est ceux des cantines. Tout à fait. Les dames qui font le service, parce que c'est majoritairement des dames, et personnels territoriaux. Tout à fait. Et donc, déjà, la fonction publique territoriale n'a pas tout à fait toujours tous les avantages du statut de la fonction publique d'État. Elle est rentrée dans le statut général qu'en 1983 et il y a des petites notes en bas de page qui font que parfois c'est moins avantageux, notamment sur les possibilités de mutation dans l'espace. Et en plus, dans la fonction publique territoriale, on a énormément de contractuels et sur des contrats qui sont souvent très courts. Parce que quand on dit contractuel, ça peut être tout et rien. Quand c'est un directeur d'administration, il peut avoir un contrat, je ne sais pas, de 5 ans, même si c'est un CDD. Ça peut même être un CDI. Il peut être mieux payé que des fonctionnaires. Là, les contractuels dans les cantines dont on parle, on est plutôt sur des contrats il y a aussi des vacataires, en fait, pour parler clairement. Moi, j'avais rencontré l'exemple, pour que ça coûte moins cher à la collectivité, on licenciait les dames pour les vacances de la Toussaint, pour Noël, donc on ne payait pas comme ça les vacances, et on réembauchait derrière. C'est très... faut se rendre compte quand même des conditions de vie.
Et c'est un cas qui se retrouve dans un groupe qui est moins nombreux, mais qui est intéressant parce que je crois que personne n'y penserait, qui sont les enseignants et enseignantes de langue dans les universités et même les grandes écoles, par exemple Sciences Po où moi j'enseigne occasionnellement, qui en très grande majorité sont des vacataires payés à l'heure et donc n'ont pas de contrat pendant l'été. Doivent attendre parfois 2 jours avant la rentrée pour être sûrs d'avoir un contrat à la rentrée, sont payés 6 mois après la fin des cours. Et si dans vos auditeurs et auditrices, des gens ont des enfants en université, par exemple, très probablement les cours de langue sont donnés par des personnes qui sont payées à l'heure. Et à l'heure, je parle de l'heure devant les étudiants et étudiantes. Les heures de préparation, de surveillance d'examen, Tout de ça fait correction, partie du service public. pas payés. Tout ça fait partie du service public. Mais pas du statut. Mais pas du Voilà. statut. Et donc, ce qu'on peut dire peut-être, c'est que tout le monde croit, par exemple, qu'à la Poste ou à la Sécurité sociale, on a affaire à des emplois de fonctionnaires. Or, en fait, c'est pas du tout le cas. C'est des emplois de droit privé, aussi bien à la Poste qu'à la Sécurité sociale. Donc, il y a une hétérogénéité des statuts qui est extrêmement intéressante et qui montre qu'au fond, le service public n'est absolument pas unifié du point de vue de l'emploi. Alors, comment expliquer ça? Vous expliquez dans votre livre, Émilien Ruiz, qu'il y a un accroissement de l'État avec les guerres. Et vous nous dites que, par exemple, le ravitaillement, il fallait les ravitailler plus. Donc, après les guerres ou pendant les guerres, on a beaucoup veillé au ravitaillement. Donc, on a eu beaucoup de gens qui ont exercé cette fonction. Le ministère de la Santé, après la Première Guerre mondiale, la croissance sous Vichy, avec une administration économique pléthorique. Et puis, alors, s'il y a cette croissance dans certaines circonstances, on peut se poser la question de savoir pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu de volonté d'unification des statuts et pas de réflexion globale sur le service public? Alors il y a 2 choses. Il y a effectivement l'accélération pendant les guerres, elle est vraiment très frappante. Alors des historiens l'avaient déjà montré pour d'autres pays ou sur d'autres terrains, c'est-à-dire sur notamment le terrain des dépenses publiques, etc. Mais sur le nombre des fonctionnaires, c'est assez impressionnant. Les données dont on dispose montrent des accélérations. Et ce qui est vraiment important de comprendre, c'est que c'est pas la guerre fait gonfler l'État. C'est que la guerre permet de faire aboutir des velléités plus anciennes. Alors il y a ce que vous évoquiez là, c'est-à-dire toutes les augmentations conjoncturelles, le ravitaillement, les administrations de guerre, etc., qui sont pensées immédiatement comme des administrations temporaires. C'est-à-dire qu'on crée des ministères où il y a 98% de non-titulaires parce qu'on sait qu'une fois que la mission est terminée, on se séparera des personnes. Et puis il y a des missions comme la santé, comme le social, comme l'économique, où un certain nombre d'acteurs défendaient l'idée, par exemple, qu'il fallait une administration de la santé publique un peu plus puissante, qui intervienne plus, etc. Mais en fait, c'est finalement les effets de la Première Guerre mondiale qui font que le Parlement, et c'est la Chambre Bleue Horizon, hein, c'est un Parlement très à droite, qui décide d'accepter la création de ce nouveau ministère en disant, finalement, l'État a une dette envers la population, il faut des pensions, pas uniquement pour les militaires, mais pour l'ensemble des victimes de la guerre. Et les victimes de la guerre, c'est toute la population, quasiment. Et donc, il nous faut un ministère. Et donc là, on crée une administration, et finalement, c'était, si vous voulez, une demande très ancienne, minoritaire, qui devient majoritaire progressivement. Et en fait, quasiment toutes les extensions des attributions de l'État, ça a été comme ça. C'est-à-dire qu'on a, si on cherche vraiment l'origine et qu'on fait les historiens des idées et de l'histoire intellectuelle de ces questions-là, on peut toujours trouver des premières velléités très anciennes, etc. Mais ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, ça devient majoritaire et que c'est vraiment porté non seulement par des hauts fonctionnaires, des politiques, etc., mais aussi par la population, la société civile, etc. Mais l'histoire de la pensée de la fonction publique, c'est complètement déconnecté de cela, en fait. C'est-à-dire que l'histoire du statut, l'idée d'unifier les fonctions publiques, c'est quelque chose de très récent, en fait. Le statut, on n'en parle vraiment qu'à la fin du 19e, début du 20e siècle. On ne le met en place que dans la deuxième moitié du 20e siècle. Maurice Thorez, 1946. C'est ça. Et tout ce que vous évoquez depuis tout à l'heure sur les contractuels et les vacataires, etc., a toujours été présent. C'est-à-dire que le statut prévoit d'emblée la possibilité d'avoir des contractuels. La différence, c'est que ça prévoit la possibilité pour des missions temporaires, etc., et que d'emblée, c'est utilisé aussi pour des emplois permanents. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu un moment où le statut a été réellement dominant, majoritaire, etc. C'est-à-dire qu'on a tout de suite recruté des contractuels ou des personnels temporaires sur des postes permanents pour les raisons que vous évoquez. Ça coûte moins cher, on peut s'en séparer plus facilement, etc. Alors le statut est attaqué très tôt. En fait, on peut dire que c'est considéré comme un privilège indu. Et quand les gens pensent fonction publique, ils pensent que c'est une fonction sécure. Quelqu'un qui est dans la fonction publique, garantie de l'emploi, il va avoir toute sa vie la garantie de l'emploi, etc. Et c'est ça qui l'emporte. Et
Aujourd'hui, il y a l'idée que l'emploi à vie n'est plus possible, et en conséquence, c'est ça qui permet aux leaders de la droite d'avancer l'idée qu'il faudrait diminuer le nombre de fonctionnaires, dans la mesure où c'est plus possible d'avoir des emplois à vie en aussi grand nombre. Alors qu'en fait, diminuer le nombre de fonctionnaires, ce qu'ils ne feront pas, bien sûr. Ce qu'ils ne feront pas, c'est au fond une espèce d'affichage politique qui vise à cacher la manière dont fonctionne le service public, non ? Claire Lemercier. Oui, donc je voudrais revenir sur 2-3 éléments avant de revenir là, mais cette idée que c'est un privilège indu et que de toute éternité, des gens ont eu des emplois à vie et que c'est complètement has-been et qu'il faut y mettre fin, elle est vraiment facilement réfutable juste par la chronologie. C'est ce qu'évoquait Émilien. En fait, le statut un peu grand qui inclut la fonction publique hospitalière et territoriale, c'est 1983. Oui. C'est pas un truc préhistorique. Je sais. Oui, Avec un ministre de la fonction publique. Vous voulez dire le PORS ? C'est le PORS, mais dans le statut de 46, il n'y avait pas la fonction publique territoriale, il n'y avait pas la fonction publique hospitalière. Donc c'est récent, et comme l'a dit Émilien, ça n'a jamais couvert tout le monde, puisqu'il y a toujours eu de la précarité à côté, même quand il y avait une partie des gens qui étaient sous statut. Et donc le statut, c'est plutôt une aspiration permanente aux valeurs que vous rappeliez tout à l'heure, l'égalité devant les concours, l'avancement prévisible, etc. Et c'est une aspiration qui s'est échangée d'ailleurs entre des statuts publics et privés, parce qu'on dénonce souvent les cheminots. Les cheminots n'ont jamais été fonctionnaires. En revanche, ils ont un statut qui a au départ inspiré certains éléments du statut des fonctionnaires, puis qui s'est inspiré, ainsi de suite. Donc juste pour dire, c'est pas des protections immémoriales qu'il faudrait casser parce qu'on serait moderne. C'est une aspiration qui n'a porté ses fruits que récemment et partiellement, et qu'il faut voir si on veut la laisser tomber ou non. Vous dites d'ailleurs, pardonnez-moi, mais une formule que j'ai trouvée très belle, une promesse d'égalité plus qu'un privilège. Tout à fait. Et ça qu'en fait, tout reste à faire. Ça n'a jamais sur les été vraies une missions de promesse, l'État. Y compris entre fonctionnaires. Vous évoquiez l'égalité homme-femme qui est inscrite dans la lettre des concours et des grilles d'avancement. On sait qu'en pratique, même dans la fonction publique, les femmes ne sont pas égales des hommes du point de vue du salaire et de l'avancement, mais un peu plus que dans le privé. Donc il y a cette idée d'une promesse qui peut aussi donner aux syndicalistes fonctionnaires et aux autres syndicalistes un point de référence pour obtenir des choses mieux. Mais vous parlez l'un du plafond de verre. Et les chiffres que vous donnez, c'est 56% des agents de l'État sont des femmes et 40% seulement de l'encadrement supérieur. Et je pense que vous placez l'encadrement supérieur à encadrement moyen, catégorie A seulement. Et à l'hôpital, 78% de femmes, 49% seulement A+. Un des problèmes dans la fonction publique, mais comme dans le privé, en fait, c'est que les métiers sont extrêmement genrés. Et il se trouve que dans la fonction publique, les métiers les plus féminins sont ceux où il y a le moins de perspectives d'avancement, bien sûr avec des exceptions, mais on en a parlé récemment, par exemple, les personnes qui accompagnent les enfants handicapés à l'école. Oui, les AVS. N'ont absolument aucune perspective, ni d'avancement, ni même de titularisation. Or, c'est quasiment que des femmes. C'est un peu le problème, en fait, c'est que les grilles sont mixtes, les concours sont mixtes sur le papier, mais les métiers où sont les grands nombres de femmes sont ceux qui ont des grilles assez courtes. Vous citez un prof au Collège de France, Antoine Compagnon, qui en 2014 parlait de la féminisation massive, a achevé de déclasser le métier d'enseignant. Oui, c'était un discours, j'ai repris un peu cette polémique pour terminer le chapitre sur les femmes dans la fonction publique, parce qu'en fait, c'était pour montrer que, en dépit des avancées, alors l'égalité sur le papier entre femmes et hommes, c'est quelque chose qui date que des années 80. Parce qu'en fait, dès le statut de 46, on affirme l'égalité, mais on fait plein d'exceptions pour empêcher les enseignants de maternelle, par exemple. Par exemple, et pour certains postes à responsabilité, les ministères peuvent continuer à dire non, là, pour ce type de poste, j'ai besoin d'hommes, etc. Le Conseil d'État va toujours dans le sens de la... le terme est trop fort, mais j'allais dire de la ségrégation, mais disons de la séparation et du fait de réserver certains postes aux hommes. Il y a quand même des concours séparés, là, on peut dire. Il y a encore les concours, voilà, c'est ça, les concours sont séparés, et en fait, cela ne date que des années 80, alors ça fait partie, en partie des promesses de campagne de la gauche, et c'est aussi la pression de l'Union européenne, l'Union européenne essaye d'obliger les pays, en fait, à casser les inégalités professionnelles, pas uniquement dans la fonction publique. Donc c'est quand même quelque chose de très récent. Et ce qui a longtemps justifié
cette distinction légale entre les femmes et les hommes, c'est le type de discours de celui du professeur au Collège de France qui, à mon avis, dans une discussion un peu légère avec une journaliste, a eu quelques phrases comme ça qu'ensuite il a... Il n'est pas le seul. Mais il n'est pas le seul, et surtout, alors si vous voulez, c'est même très poli la façon de le dire. C'est-à-dire que quand vous regardez un petit peu ce que disent un certain nombre de hauts fonctionnaires ou de politiques sur les femmes dans la fonction publique, c'est parfois beaucoup plus violent. Quelques affaires ces dernières années ont été révélées sur la façon dont, dans les cabinets, un certain nombre de hauts fonctionnaires traitaient les femmes présentes, etc. Et on voit bien qu'en fait, ce que je voulais dire avec cet exemple-là, qui est un peu anecdotique, mais c'est que les cadres de pensée sont toujours là. Les cadres de pensée qui justifient l'inégalité, en particulier de carrière entre les femmes et les hommes, sont toujours présents. Et on voit bien que justement le statut, c'est pas un privilège. Et je trouve que la formule est très bonne, c'est la formule que vous utilisez dans votre livre, parce qu'en fait, c'est le statut qui permet d'espérer que finalement ces inégalités cessent. Parce que si on est dans un système de gestion plus opaque où chaque ministre fait ce qu'il veut, chaque chef de service fait ce qu'il veut, on réouvre la porte à des traitements inégalitaires beaucoup plus forts que maintenant. Ce que vous expliquez aussi très bien, c'est que pour pouvoir accéder à des postes, par exemple, de directeur d'administration centrale, enfin des postes de direction, de haut encadrement, il faut être mobile. C'est-à-dire que vous changez tous les 3 ans, ou il faut accepter France entière de bouger, par exemple dans la préfectorale. Faut surtout avoir du temps le soir. Moi, j'ai vécu ça personnellement. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez parler à votre ministre ou à vos collègues, en gros, entre 20h et 22h. Donc, qui garde les enfants pendant ce temps-là, qui les accompagne à la crèche, à la maternelle le matin, parce qu'il faut arriver tôt. C'est le mari de la haute fonctionnaire. C'est assez rare. Ça se trouve. Ça serait en théorie possible, mais les études empiriques qui sont nombreuses les en statistiques, fait, montrent que je savais que vous alliez me répondre ça. Non, les statistiques et les entretiens. Alors, si vous voulez, la question qui se pose aujourd'hui, c'est que si on globalise tout ça, de vos 2 textes, on sort l'idée qu'il y a mépris et suspicion vis-à-vis des fonctionnaires. C'est-à-dire qu'au fond, la fonction publique, j'ai du tort de dire fonctionnaire, mais vis-à-vis des agents de la fonction publique. Et alors d'abord, est demeuré, et là-dessus, vous en dites pour le passé, Émilien Ruiz, mais c'est peut-être aussi pour le présent, toujours une crainte qu'il ne contrecarre la politique. Donc, on a peur d'eux. Mais en même temps, il y a du mépris, parce que, justement, c'est des petits salaires. Et quand on donne un petit salaire à quelqu'un, ça veut dire qu'on n'a pas beaucoup de considération pour lui. Oui, tout à fait. Alors, ces enjeux, ils sont liés à plusieurs choses. Alors, il y a la dimension politisation que vous évoquez, mais là, qui va plus concerner en réalité la haute fonction publique. Mais il y a l'enjeu du mépris, il touche l'ensemble des agents des 3 fonctions publiques. Et on en a un effet, en fait, très prégnant aujourd'hui. C'est le fait que le nombre des contractuels augmente considérablement dans beaucoup de services. Bien sûr, parce que c'est un objectif de politique publique. Le gouvernement actuel l'a annoncé en prévision, affirme aujourd'hui avoir réussi au moins à accélérer cette contractualisation, etc. Mais c'est aussi un effet non souhaité, c'est que beaucoup de gens ne veulent plus passer les concours. Si par exemple vous regardez ce qui se passe dans l'éducation nationale aujourd'hui, il y a des difficultés à trouver des candidats pour le CAPES, pour être professeur au collège et au lycée, et donc on est obligé de recruter des contractuels tout simplement parce qu'en fait on n'a pas assez de candidats. Quand vous regardez ce qui se passe dans la fonction publique hospitalière aujourd'hui, si on a des difficultés à trouver des soignants, alors c'est lié à des questions aussi d'organisation, numerus clausus, de formation, etc. Mais aussi, c'est tout simplement lié aussi au fait que les gens s'en vont. Parce que ce manque de considération, cette suspicion permanente sur les privilèges, etc., fait que on a des difficultés en fait à garder les talents dans les services publics et du coup, ils vont ailleurs. Mauvaise image de soi. Ça, c'est très intéressant dans vos 2 livres. Oui, et difficultés très concrètes de travail, en fait. Sentiment d'être dépossédé de son métier, en même temps que de sa vie. C'est intéressant, vous reveniez sur les journées difficiles des hauts fonctionnaires et des hautes fonctionnaires. On a toujours cette image du fonctionnaire bien posé sur sa chaise, bien affalé et confortable. En fait, c'est faux par les 2 bouts et c'est faux partout. C'est faux pour les ATSEM dans les écoles maternelles, mais c'est faux aussi pour les énarques dans les cabinets qui rentrent à pas d'heure. Et tout simplement parce qu'il y a de moins en moins d'agents si l'on prend en compte l'extension des missions. Parce qu'avec cette histoire-là, personne ne veut vraiment moins de services publics. Et donc, dans les universités, on est un nombre décroissant de permanentes, beaucoup de contractuels, mais de plus en plus d'étudiants. Dans les hôpitaux, on a plutôt envie de soigner les gens, de faire face au Covid, d'employer les dernières technologies. Donc si on laisse ne serait-ce que stagner, même sans réduire,
le nombre d'agents publics, les gens sont de plus en plus débordés et n'ont pas le temps de faire bien leur travail et se prennent en plus ce mépris-là. Mais nous, ce qu'on a vu dans les nombreuses études empiriques qu'on cite, parce qu'on n'en a pas beaucoup fait nous-mêmes, mais on relaye les résultats de très bonnes enquêtes journalistiques ou d'enquêtes sociologiques, c'est des personnes qui, à tous les niveaux et dans toutes les parties de la fonction publique, sont malheureuses qu'on ne les laisse pas faire leur métier. C'est vraiment ça. Elles n'ont plus le temps. Elles n'ont plus le temps. Ou on leur demande de faire autre chose que leur métier principalement. On les bouge. On les bouge, on les change de service. Par exemple, une infirmière en cardiologie qui connaît tout sur la cardiologie, qui a l'habitude des patients, etc. Une équipe de consultants vient pour dire « vous êtes encrouté, il faut que vous alliez dans d'autres services pour changer ». Vous êtes un frein au changement, d'où le stress. Ça, c'est très intéressant dans le livre. Ce que vous racontez sur comment on individualise, je ne sais plus faire mon métier, je n'y arrive plus, c'est votre problème personnel, vous manquez d'assurance, on vous envoie en formation, et puis après, burn-out total, en gros, vous êtes un nul ou une nulle, quoi. Voilà, ça, on voit ça partout, dans toutes les fonctions publiques. Encore plus peut-être sur ceux qui sont en proximité de la population. Voilà, on parle un peu des guichetiers, et notamment qui sont aussi là aussi beaucoup des guichetières, qui sont, je pense, dans ces fonctionnaires dont beaucoup de gens diraient c'est moins utile que les profs, les policiers, les médecins, les infirmières. Guichetiers, un peu nul. Les guichetiers et guichetières, c'est un vrai métier, c'est un métier extrêmement difficile puisqu'il faut concilier le fait de montrer de l'humanité envers la personne qui est en face de vous, qui des fois vient pleurer, qui ne comprend pas ce qui se passe, etc. Et puis le fait de montrer une équité, puisque si on donne plus à la personne qui est sympathique et qui a de beaux yeux, on ne fait pas bien son travail. C'est un vrai métier difficile. Or, les guichetiers et guichetières ont toujours été super mal payés. Avec peu de perspectives agressées. Et puis, de plus en plus, aujourd'hui, par manque de moyens, parce qu'elles sont obligées d'appliquer des temps limites au guichet, de dire allez plutôt sur Internet, etc., agressées, parce que les usagers se sentent et sont agressés, et que c'est la seule personne qui est en face. Merci beaucoup à tous les deux. Alors, je rappelle que le livre d'Émilien Ruiz s'intitule « Trop de fonctionnaires, histoire d'une obsession française, jusqu'à Pécresse ». Claire Lemercier, vous êtes l'une des co-auteurs de La valeur du service public, paru aux éditions de La Découverte. Merci. 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 Le service public a-t-il encore un avenir? Deuxième partie. Sur le grill, nous avons face à face Yves Rousset. Bonsoir. Bonjour. Vous avez été pendant 20 ans préfet. Vous avez été préfet en Haute-Loire, préfet du Loir-et-Cher, préfet dans les Bouches-du-Rhône, préfet dans le Rhône. Mais vous êtes un ancien éducateur, un responsable syndical CFDT, et la carrière préfectorale, vous l'avez embrassée en fait à 40 ans. En face de vous, Willy Pelletier. Bonsoir. Bonsoir. Willy Pelletier, alors vous êtes sociologue, engagé à gauche, puis d'ailleurs dans les Gilets jaunes. Vous êtes auteur d'un livre qui s'appelle « L'État démantelé » et qui est une enquête assez intéressante sur une révolution silencieuse, c'est d'ailleurs le titre du livre, c'est-à-dire en fait une réflexion sur cette évolution du service public déjà, et vous êtes l'un des co-auteurs de ce livre « La valeur du service public » qui vient de paraître aux éditions de La Découverte. Et je dois dire que dans votre livre, on voit qu'il y a une compression du périmètre de l'État, on va y revenir, et des services publics en conséquence. Alors moi, je voudrais vous demander, monsieur le préfet, pour commencer par vous, est-ce que le préfet défend le service public ou est-ce qu'il attaque le service public? Je pense que tous ceux qui embrassent la profession de préfet sont attachés viscéralement au service public. Je crois même que c'est consubstantiel à la fonction. Alors, dans votre livre qui vient de paraître, qui s'appelle « La préfecture est en feu », aux éditions Au bout des mots, vous nous racontez comment vous avez été préfet dans le département qui était présidé par M. Vauquier. Et dans ce département, il y a la ville du Puy, et la préfecture est au Puy, et vous racontez comment cette préfecture a pris feu. Qui est-ce qui défendait le service public? Monsieur Vauquier, qui met le feu à la préfecture. Pardon, non, je me trompe. Monsieur Vauquier, qui est à l'origine du feu qui va toucher la préfecture, ou bien le préfet qui déplore cette initiative? La thèse que je défends dans l'ouvrage que vous venez de citer, c'est qu'il y avait un climat sur le département
qui, depuis des semaines, des mois, visait à dénigrer l'action de l'État. On est en 2018. On est en 2018. Il y a la crise des Gilets jaunes qui arrive, donc à la mi-novembre 2018. Laurent Wauquiez et le maire du Puy qui organisent une manifestation de soutien, ce qui est légitime. Ils utilisent pour cela un mauvais prétexte, notamment la baisse des dotations de l'État, alors que la ville du Puy avait vu sa dotation augmenter. Et ils organisent cette manifestation de soutien, non pas devant la mairie, comme ça aurait pu être logique, mais devant la préfecture. Le week-end d'après, Laurent Wauquiez vient de nouveau devant la préfecture, enfile un gilet jaune et montre ainsi le soutien qu'il apporte de manière inconditionnelle et de manière politique sur le département à ce mouvement. Willy Pelletier, vous portiez le même gilet jaune que Laurent Wauquiez. Il y a manifestement des façons de l'habiter, ce gilet jaune, très différentes. Moi, les gilets jaunes que j'ai vus dans l'Aisne, dans l'Oise, étaient surtout des personnes à bout parce qu'ils n'arrivaient pas, cure d'austérité après cure d'austérité, à boucler leur fin de mois. Et que c'était extrêmement difficile, sans service public notamment, de survivre. Ce n'était pas du tout les services publics qu'ils visaient. Jamais ils n'auraient incendié une école, une préfecture, un hôpital, etc. Il y a eu une instrumentation, dans le cas que vous indiquez, politique extrêmement nette de la part de quelqu'un qui se revendiquait comme dirigeant d'État, absolument extraordinaire tout de même, puisqu'il en vient quasiment à s'en prendre à l'État lui-même. Dans des formes dangereuses. Bon. Mais au-delà, il faut voir qui met le feu au service public, je pense, qui met les services publics en feu. Et pour nous, vous êtes le représentant, monsieur, je vous le dis, d'une haute fonction publique qui doit être défendue, qui est ce que Pierre Bourdieu pouvait nommer, mais que je reprends volontiers sans aménité, la noblesse d'État, et à laquelle se substitue de plus en plus une noblesse managériale publique-privée qui n'a pas du tout le même parcours, qui vient d'écoles du pouvoir converties en business school et qui ensuite en applique les recettes, malheureusement. Alors, sa seigneurie noblesse d'État, je voudrais vous demander, votre seigneurie, si vous pouvez dire quelque chose sur le rôle de l'État. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut fixer le périmètre de la mission de l'État, puisqu'il a été, c'est ce que vous dites dans votre livre, il a été rétrécissant, ce périmètre. Alors, fixer de manière définitive et nette, ici et maintenant, le périmètre de l'action de l'État serait extrêmement difficile. Ce qu'il faut voir, c'est que nous sommes dans un État à la fois centralisé et dans un État décentralisé, puisque un certain nombre de compétences sont données aux communes, aux intercommunalités, aux départements, aux régions. Pour autant, le représentant de l'État sur le département ou de la région se retrouve dans une situation où il doit à la fois faire travailler la verticalité, c'est-à-dire ce qu'on attend de lui, la gestion de crise, la réaction à l'événement, l'ordre public, la relation aux élus, et puis travailler aussi sur l'horizontalité, c'est-à-dire le développement local, le développement du territoire. Et cette verticalité et cette horizontalité couvrent un champ extrêmement vaste, puissant et qui dépasse les services publics. Mais là, vous nous parlez de la haute fonction d'État. C'est-à-dire, en fait, vous êtes en train de nous définir les fonctions du préfet. Mais la question qui se pose, c'est que le service public, c'est quand même beaucoup plus important que le seul préfet. Le service public, ça englobe donc des choses extrêmement diverses qui sortent des compétences du préfet. Et est-ce que vous avez l'impression que le service public va diminuant ? Le service public s'en va diminuant, mais s'en va surtout souffrant et devient mission impossible. Dans l'ouvrage avec Julie Gervais, Claire Lemercier, La valeur du service public que vous avez cité, nous pensons que
on regarde de trop loin, en réalité, les transformations et les restructurations des services publics, et qu'il faut remonter, je ne sais pas, à telle assistante sociale de secteur qui a la gorge serrée quand elle arrive à son travail, qui a une boule au ventre tout au long de l'exercice de son métier, et qui aidait contre les expulsions de logements ou pour obtenir des allocations du RSA, et qui s'en va aujourd'hui, maintenant qu'est réformé les procédures de son métier, être obligé de reporter, ce qu'on appelle le reporting, sur 4 logiciels différents, le contenu de ces aides, le montant de ces aides, leur durée, bref, un temps de travail quantifié et contrôlé par des managers néolibéraux qui l'empêchent d'effectuer son travail. Souvent, il arrive que cette assistante sociale sur laquelle nous avons enquêté aille aux toilettes pour pleurer, parce qu'elle s'était engagée par vocation pour aider, et pour aider notamment les familles populaires. Elle ne peut plus aider. Tout comme, par exemple, et on va plus loin, les douaniers du Havre, 350 en 2020, pour des conteneurs qui arrivent à 5 millions au Havre, avec des déchets radioactifs, polluants, dangereux, etc. La restriction de la fonction publique fait que la fonction publique devient mission impossible. Ça percute les agents. Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites restriction? Ça recouvre quoi exactement? C'est d'abord, premièrement, évidemment, la diminution du nombre de personnel, qui a été conséquente tout de même ces dernières années, et sur lesquelles aucun... Alors là, vous dites à l'inverse de ce qu'a dit votre amie Claire Lemercier, qui a fait le même livre que vous. Non, je ne pense pas qu'elle ait dit l'inverse. Elle a dit que les politiques disaient toujours qu'il faut diminuer le nombre de fonctionnaires, et elle ne le faisait jamais. Ne le faisait jamais, sauf sous Sarkozy quand même. Hein. Oui, 90 000 sous Sarkozy, d'accord. 90 000, c'est tout de même conséquent. 90 000, mais comme l'a fort bien dit Claire Lemercier, les tâches ont été explosants. Donc on arrive à un surtravail qui, évidemment, génère aussi de la violence au guichet, on l'indiquait précédemment, qui déprofessionnalise aussi les fonctionnaires, parce que regardez, les infirmières, aujourd'hui, s'en plaignent suffisamment, elles sont devenues, disent-elles, elles-mêmes, des ouvrières du soin, c'est-à-dire productrices de gestes standards, alors qu'il s'agit, pour soigner, de prendre le temps qu'il faut. Bien. Et il faut pour humaniser la fonction. Humaniser, pour s'occuper des personnes. Voilà. Et aujourd'hui, au guichet de la fonction publique, très souvent, et je parlais de cette assistante sociale, mais les exemples sont innombrables, il n'y a plus ce qui devait fonder les services publics, c'est-à-dire un accueil de proximité. Ça vaut aussi pour les maternités de proximité. Bien. Nous avons travaillé sur le bas de l'Indre, un bassin de 60 000 personnes. La fermeture de la maternité de proximité du Blanc, qui est pourtant une sous-préfecture, fait que vous avez toutes ces mères, tous ces pères qui s'en vont dans des odyssées folles d'1h30, de 2 heures, quand la douleur vrille le ventre, quand des chevreuils traversent des départementales, parce qu'il n'y a plus de maternité de proximité, qu'ils s'en vont à... Alors, un mot sur cette question, les maternités de proximité. Est-ce qu'on ne peut pas penser, vous qui faites partie de la haute fonction publique, qui avez fait partie de la haute fonction publique, qu'en fait, c'est légitime de supprimer certaines maternités à partir du moment où elles n'ont pas, disons, les investissements, les appareils en cas de pépin, en cas de difficulté, et qu'il vaut mieux regrouper dans des lieux moins nombreux un appareil suffisamment compétent et moderne, non? C'est très contestable, mais je vous en prie. En réalité, sur ces questions-là, il y a un équilibre à trouver entre la sécurité des patientes, des parturientes, et la distance à parcourir pour accoucher. Et on sait que dans les maternités de moins de 300 naissances par an, la technicité des personnels qui sont amenés à pratiquer l'accouchement est faible par rapport à des établissements où on a 1000, 1500, ou voire plus de maternités dans l'année. Et donc la difficulté, c'est l'équilibre entre les deux. Et cet équilibre peut sans doute d'ailleurs
être au bénéfice de la distance quand les distances sont réellement extrêmes ou très longues. Par contre, la sécurité des personnes doit primer quand les distances sont raisonnables et qu'elles peuvent être réalisées. Monsieur Pelletier, discours équilibré de la noblesse d'État. Oui, sauf que, par exemple, à la maternité du Blanc, il n'y avait jamais eu aucun cas de défaillance technique, que le nombre d'accouchements était tout à fait raisonnable, et que, à un moment donné, il faut choisir. Soit on équipe les services publics car ils relèvent de l'intérêt général et de la sécurité des personnes. Soit on décide que les services publics doivent premièrement subir une sorte de traque des coûts, qui est d'ailleurs souvent une traque des coûts fantasmés, parce que ces coûts que l'on coupe, on les retrouve ailleurs, et doivent être soumis à une rentabilité immédiate. Voilà ce qu'on apprend à la noblesse managériale publique-privée. Est-ce qu'on vous a appris ça? Attendez. Non, mais parce que on peut vérifier. Monsieur n'en vient pas. C'est la noblesse d'État. Oui, mais pas cette fraction malheureuse. Mais si, parce que à 40 ans passés, j'ai passé le concours interne de l'ENA. Je l'ai réussi, et donc je suis passé par cette école à la fois prestigieuse. Et vous êtes devenu un noble d'État. Et en fin de vie. Alors moi, puisque vous me lancez la balle, je conteste cette notion de noblesse d'État. Je la comprends de la part de Bourdieu, mais je ne me sens en rien noblesse d'État. Je me sens un serviteur du service public, un serviteur de l'État. Quand j'ai fait le choix d'embrasser une autre carrière, c'est parce que, en tant que responsable syndical, j'avais aussi envie d'aller mettre moi-même les mains dans le cambouis pour faire des choses et les faire différemment de ce que j'avais observé avant. Et je crois d'ailleurs que cet objectif a été plutôt bien rempli dans ma carrière. Je le dis avec beaucoup de modestie parce qu'on doit trouver des exemples. Mais je conteste ce terme-là, mais je conteste aussi le terme que vous utilisez dans votre ouvrage, parce que le terme c'est... Noblesse managériale publique-privée. Voilà. Et je trouve que les exemples qui sont pris dans l'ouvrage sont de bons exemples parce qu'ils sont réels. On sent qu'ils ne sont pas trafiqués, que c'est la parole des gens et qu'en cela, elle est respectable. Mais je trouve aussi qu'à partir de ces exemples, vous généralisez des choses qu'on ne peut pas généraliser. Notamment sur le fait que l'ensemble des managers seraient des gens qui ne seraient habités que par la volonté de leur promotion, qui ne seraient habités que par la soumission à leur chef. Et ça, je le conteste parce que... Vous avez raison, parce que c'est pas l'expérience que j'ai de la fonction publique, surtout d'État, c'est qu'on a des fonctionnaires qui sont certes loyaux, mais qui ne sont pas serviles. Qu'ils soient en bas de l'échelle ou en haut de l'échelle. Ils ne sont pas au service d'un clan, jamais. Et cette pratique du fonctionnaire de l'État qui sert le service public, je crois qu'on ne peut pas le réduire à une dimension managériale. Oui, alors certainement avec votre parcours et les gens qui ont votre parcours, sans nul doute. Néanmoins, ce que nous décrivons, c'est à l'intérieur des élites d'État une transformation dans qui a le pouvoir désormais. Et qui a le pouvoir désormais? Ce sont des personnes qui sont passées par des écoles du pouvoir, transformées en business school, et qui imposent une croyance libérale avec ces dogmes. Ces dogmes, quels sont-ils? Pour qu'ils réussissent, ils doivent les intérioriser comme une seconde nature, parce qu'autrement, ils ne vont pas réussir leur parcours. Ce sont les calculs des coûts, ça vous me l'accorderez, la hiérarchie au travail, certainement, aligner le public sur le privé, réduire les services publics, transférer au marché une part de leurs fonctions. Bien. Alors, ils en sortent avec une boussole qui est majeure, la rentabilité immédiate. On le voit y compris à l'hôpital. Ensuite vient la forme de leur carrière et ce qu'est réussir désormais, pas pour les
préfets de votre génération pour beaucoup, mais pour les jeunes hauts managers d'État qui arrivent, et Macron a théorisé cette circulation à l'intérieur de l'élite. Quelle est la forme même de la carrière réussie? C'est un poste dans l'État, quitté très vite pour le privé, qui amène à un plus haut poste dans l'État. Si sur ce plus haut poste dans l'État, alors on importe des recettes du privé, ou bien que l'on met le service le plus possible au service du privé, alors on va obtenir, car les recruteurs du privé sont là, qui regardent, on va obtenir un plus haut poste dans le privé, puis ensuite un plus haut poste dans l'État. Le modèle de cette circulation fait que les hauts fonctionnaires, initialement, ne deviennent plus des hauts fonctionnaires, mais participent d'une noblesse managériale publique, privée, et qui vit dans un entre-soi, vit dans une forme de concurrence entre soi, vit ensuite, bien sûr, dans des buildings avec passe, vigile privé à certains étages. Ils ne connaissent pas les personnes qu'ils restructurent. Vous avez dit que c'était une question de génération. Oui. Moi, je suis sûr... Et de forme aussi de l'accès à l'ENA. Oui, mais je suis sûr que, au fond, des itinéraires comme celui de M. Rousset, ça continue à exister. De moins en moins. Ouais, il y en a d'autres. Non, De moins en moins. Oui, c'est de moins en moins. De moins en Bien moins. sûr, parce que si on prend l'ENA, je ne vais pas être trop long sur les chiffres, mais quelques chiffres. Sur les 12 promotions qui s'étagent entre 1998 et 2009. Ça, c'est un créneau qui permet de voir ce que sont devenus les gens. Il y a eu 1245 élèves. 19 ont fait une carrière politique. 19 sont engagés en politique, sur 1245. Pour ce qui concerne ceux qui vont dans le privé, le pantouflage, c'est entre 15 et 20% des hauts fonctionnaires qui vont travailler une fois ou deux dans le privé. C'est 8% qui restent dans le privé après. Et il y a des règles, 58 maximum, et 10 ans au total pour rester dans le privé. Ce qui signifie concrètement que, si on prend les sortants de l'ENA, il y a plus de 90% des personnes qui sortent de l'ENA qui restent dans la fonction publique d'État, qui y restent toute leur carrière et qu'on ne voit pas. Ils ne sont pas préfets, ils ne sont pas diplomates, voilà. Ils sont administrateurs civils, ils sont juges administratifs, on n'en entend jamais parler. Et ces gens-là ne vivent pas que pour leur avancement ou pour le bien du secteur privé. Alors certes... Ils font vivre le service public. Ils font vivre le service public. Mais ce ne sont pas ceux qui dominent le service public. Et c'est là où certainement... Oui, ce sont ceux qui le font avec des directives qui viennent de ceux qui circulent du privé au public. Vous le dites vous-même, ce ne sont pas ceux que l'on voit, et oui. Mais ceux que l'on voit et que l'on voit occuper des postes très importants dans les cabinets ministériels ou des postes d'impulsion des politiques publiques sont plutôt ceux qui font les va-et-vient entre le privé et le public. On n'arrivera pas à vous mettre d'accord. On va passer à une autre question qui peut-être va retenir plus facilement votre attention. Mais je crois que nous sommes d'accord. C'est la ségrégation sociale. C'est la ségrégation sociale et le retour de la troisième classe. J'ai été très sensible à ce qui est dit dans votre livre à ce propos du retour de la troisième classe. D'abord parce que j'ai fait l'expérience des trains Ouigo. Ouais. Vous savez, le train Ouigo, c'est le train de troisième classe. C'est-à-dire, il n'y a même pas de prise pour mettre son téléphone portable. Alors que, bien sûr, ça existe dans les deux autres sortes de trains des deux autres classes. On ne dit pas qu'il y a une troisième classe, mais en ce qui concerne les soins dentaires, il y a trois niveaux de soins dentaires suivant les moyens dont vous disposez. En ce qui concerne les pompes funèbres, il peut y avoir un certain nombre de niveaux comme ça de pompes funèbres, au fond des enterrements de première, de deuxième et en fait de troisième classe. Et d'une certaine façon, même médicalement, les prothèses, il y a trois types de prothèses. Il y a des prothèses plus ou moins de plus ou moins bonne qualité et en fonction de ses moyens, on choisit ça. Comment ça se fait que tous ces changements, réintroduction de la troisième classe dans le service public, ne soient pas apparus publiquement ?
tout est fait pour le dissimuler. Mais si vous voulez, dans les territoires, par exemple, notamment les territoires ruraux pauvres, cette troisième classe, elle est bel et bien en œuvre avec l'effacement des services publics, avec notamment ce qu'on appelle les maisons France Service Public, qui en réalité ne traitent pas les demandes des personnes qui viennent pour être aidées, mais qui renvoient à un back-office le traitement professionnalisé de ces demandes. Alors les gens attendent. Les gens attendent parfois longtemps pour n'obtenir parfois rien et sont de plus en plus mal accueillis. Vous avez aussi, au titre de cette troisième classe, la numérisation. Hein, parce que nombre de personnes âgées, personnes loin de l'emploi, qui, par exemple, dans les centres des impôts, sont loin du numérique. Sont très loin du numérique. Il faut quand même l'avoir à l'esprit. Sont très loin du numérique, mais ont besoin d'une déclaration d'impôt pour ouvrir des droits, notamment des droits sociaux. Bien, sont complètement désarçonnés, parfois se trompent quand ils rentrent des données, parfois sont donc inéligibles à certains droits. Bref, tout ceci amène à une situation extrêmement dégradée, y compris même à l'université, si vous voulez. Hein. Moi, je sors d'actions de soutien avec les étudiants sans fac de Nanterre, qui n'ont donc pas le droit de s'inscrire à l'université. Vous parliez de ségrégation spatiale. Et pour quelle raison ils n'ont pas le droit ? Parce que l'algorithme Parcoursup, parce que maintenant on gouverne avec des algorithmes et non plus avec des êtres humains qui sélectionnent, n'est-ce pas ? Eh bien, l'algorithme Parcoursup ne crée pas suffisamment de postes avec une sous-dotation budgétaire des universités pour accueillir tout le monde. De sorte que des étudiants qui viennent de tout près de Nanterre, et là on parle bien de ségrégation spatiale, parce que généralement, y compris ce sont des enfants de milieux populaires, hein, eh bien ne peuvent pas accéder à l'université la plus proche, pour lesquelles d'ailleurs, pour financer leurs études, la plupart du temps, ils devraient, y compris travailler en dehors de leurs études, pour la financer. Bien. Si vous venez du lycée Montaigne, bien sûr, vous n'aurez pas ce problème. Donc la troisième classe, maintenant, elle est partout. Ce pourquoi nous luttons, c'est pour qu'elle ne devienne pas une sorte d'ordinaire, parce que il faut conjuguer les efforts de tous ceux et toutes celles qui tiennent à la fonction publique et au service public, monsieur, que vous défendez et que vous représentez, avec les gens qui se mobilisent pour qu'il n'en soit pas ainsi. C'est d'une alliance nouvelle dont nous avons besoin. Nous avons besoin d'une alliance des gens qui croient au service public et qui l'ont servi de façon haute, avec les salariés du service public qui n'en peuvent plus de voir leur mission empêchée, et puis des usagers du service public qui endurent de plus en plus de souffrances par le simple fait de ne pas pouvoir être aidés. Et vous savez, les services publics, c'est l'anti-Zemmour. Les services publics, c'est la promotion sociale des femmes. Les services publics, c'est le mélange. Les services publics, c'est l'égalité. Et là où ces services publics sont retirés, alors augmente la concurrence plus ou moins fantasmée du plus proche contre le plus proche, du pauvre contre le plus pauvre que soit à peine. Bref, l'exaspération générale, un chacun seul, un sauf qui peut général, dont la générale souvent s'appelle Marine Le Pen. Yves Rousset, on peut dire quand même que les chiffres que nous avons aujourd'hui concernant le service public, notamment par exemple les agents payés au SMIC, qui sont passés de 500 000 à 1 million, signifie quand même qu'il y a une prolétarisation du service public. Et est-ce que ça vous inquiète ? Oui, bien sûr. Bien sûr. On a vu dans les années précédentes, mais ça fait malheureusement plusieurs années, même voire dizaines d'années, que quand les augmentations du SMIC sont réalisées, du SMIC général, on est obligé de prendre des textes spécifiques pour la fonction publique de façon à augmenter les salaires les plus bas pour qu'ils s'alignent sur le SMIC. Donc là, on est sur quelque chose qui n'est pas normal, et des négociations ont été ouvertes récemment, je crois, pour travailler sur la revalorisation des fonctionnaires. Parce qu'il y a un déclassement des fonctionnaires, il faut le dire. Dans le privé, de 2008 à 2019, il y a eu plus 5% d'augmentation des salaires. De 2008 à 2019, il y a moins 0,07% pour tout ce qui est la fonction publique. Un peu comme si, au fond, petit à petit, on dévalorisait tellement le salaire que l'écart entre le privé et le public devient absolument énorme. Mais c'est très clair. Le discours officiel est que le glissement vieillesse-technicité augmente parce que dans les grilles de rémunération, quand on est plus ancien, on gagne plus.
Et donc, un certain nombre de fonctionnaires ont quand même des augmentations légères de rémunération. Pour autant, sur la totalité de la fonction publique d'État, en tout cas parce que je ne veux pas parler des autres que je connais moins bien, on est quand même sur, notamment pour les bas salaires, des situations qui sont anormales et qui doivent être traitées et qui doivent l'être par une revalorisation des points d'indice. Sous la baisse de niveau des concours. Ben, on a un système, si vous voulez, petit à petit, on baisse les salaires, on baisse le niveau des concours, on a des gens de moins en moins compétents, qu'on payera de moins en moins, etc. Il y a une espèce de dégringolade totale, salaire et compétences. Et puis, en même temps, si vous voulez, on casse les collectifs de travail. Ça, c'est très important. On paye de moins en moins et on rend de plus en plus dépendant aux primes. On rend de plus en plus dépendant à l'individualisation décidée par les managers, juste un peu plus haut que soi, l'individualisation qui casse le collectif du travail. Et quand le collectif de travail est cassé aussi du savoir-faire, est cassé aussi de la mémoire, notamment au guichet. Pour gérer des guichets, il faut vraiment du savoir-faire et une mémoire du poste, savoir désamorcer des conflits, savoir trouver les mots qu'il faut, savoir donner des perspectives. Tout ceci, quand vous avez un turnover gigantesque des agents, lorsque chacun n'est plus solidaire de l'autre, eh bien, évidemment, cela n'existe plus. Et c'est ainsi que sont démoralisés également les agents, parce que quand on ne forme plus une équipe, c'est pas comme ça qu'on motive. Et sous ce rapport, il est urgent, je crois, d'appeler, pour prendre une métaphore dinosauresque, puisque certains voulaient dégraisser le mammouth, il est important d'appeler maintenant, ensemble, dans une alliance nouvelle, à une Mammouth Pride. À une Mammouth Pride, bien sûr, parce que les services publics servent tout le monde, sauf Éric Zemmour. Vive le mammouth! Alors, donc, La préfecture est en feu, c'est le livre de Yves Rousset, publié aux éditions Au bout des mots, et puis le livre auquel a participé Willy Pelletier, qui vient de paraître, s'appelle La valeur du service public, aux éditions de la Découverte. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. Merci. Tambour battant, troisième partie, notre grand témoin est Sébastien Soriano. Bonsoir. Bonsoir. Sébastien Soriano, vous êtes haut fonctionnaire. Vous avez mis votre formation d'ingénieur du corps des mines au service de la transformation de l'État. Et on peut dire que votre mandat à la tête de l'ARCEP, alors l'ARCEP, c'est le gendarme des télécoms, a fait de vous un partisan convaincu de la régulation et un défenseur d'Internet. Mais un Internet comme bien commun, justement, face aux grandes firmes technologiques. Alors, j'ai l'impression que le livre que vous venez de publier, qui s'appelle « Un avenir pour le service public, un nouvel État face à la vague écologique, numérique, démocratique » chez Odile Jacob, j'ai l'impression donc que ce livre devrait nous permettre de définir ce que va devenir le service public. Or, en fait, il y a quand même un dilemme dont il faut tenter de sortir, qui est le dilemme entre la défense des acquis, volonté toujours des gens qui travaillent dans le service public, et puis la casse du service public. Casse du service public parce qu'on est amené forcément petit à petit à penser que ça coûte trop cher. Il y a tout le temps l'argument du coût. Comment est-ce que vous sortez de ce dilemme ? Oui, je crois que d'abord que c'est important de bien souligner ce dilemme et se dire qu'on est face à ça. C'est-à-dire que on a une demande toujours croissante de protection, d'accompagnement des transformations. Et de fait, la société est face à des transformations qui sont majeures. Et en même temps, il y a un consentement à payer, on pourrait dire, qui atteint ses limites. Et quand, effectivement, il y a eu, après le mouvement des Gilets jaunes, il y a eu cette phase de grand débat, la synthèse un peu qui a été faite de ce grand débat, ça a été de dire, mais les Gilets jaunes veulent plus de services publics et moins d'impôts. Comme si c'était impossible. Et je crois qu'il est temps vraiment de se poser autour de la table et de travailler concrètement à comment est-ce qu'on peut sortir de ce dilemme entre ceux qui veulent rétrécir l'État et ceux qui veulent à tout prix préserver le service public tel qu'il est. Et moi, ce que j'ai essayé de montrer dans ce livre, à travers des exemples concrets, parce que je crois qu'il faut être concret quand on parle de transformation du service public, transformation de l'État, c'est qu'il y avait des nouvelles manières de faire, qui n'étaient pas
qui sortait de cette vision managériale un peu d'un État qui y mettrait le privé, vision alternative dans laquelle on n'est pas non plus dans une extension bestiale du service public tel qu'elle est, et où en fait on définit des nouvelles alliances, des nouveaux modes opératoires dans lesquels l'État reste bien présent. Il continue à fixer un cap, à fixer une ambition sur un certain nombre de thèmes. Il faut rentrer dans les détails une fois qu'on a dit ça. Mais ensuite, il ne va pas forcément tout faire lui-même en mettant en place un bataillon de fonctionnaires qui va résoudre le problème, mais va tisser un certain nombre d'alliances qui vont lui permettre d'atteindre son objectif. Voilà. Et c'est pour ça que quand vous posez la question, l'État-providence est-il encore une promesse crédible, vous répondez quoi ? Je réponds oui, mais il faut le faire différemment. C'est-à-dire que si c'est... autrement de l'État. Voilà, et un très bon exemple sur l'État-providence, c'est celui du chômage. On voit bien que depuis des années, on n'arrive plus à remettre en activité des chômeurs de longue durée. Et que le système assurantiel qui consiste à juste faire des chèques pour permettre aux gens de survivre, on voit bien que ce système, il ne fonctionne pas. Pourquoi ? Parce qu'il y a une réalité sociologique simple, triste, qui est que quand vous perdez votre travail, souvent vous rentrez dans ce qu'on appelle la spirale de la désaffiliation, c'est-à-dire que vous avez de moins en moins de contacts amicaux, de moins en moins de contacts sociaux, vous pouvez divorcer, vous pouvez rencontrer un certain nombre de difficultés de la vie qui se cumulent et qui font qu'en fait vous vous éloignez de plus en plus d'un potentiel de retour à l'emploi. Mais de façon assez radicale, vous dites que Pôle emploi, il faut arrêter de penser que ça va favoriser le retour à l'emploi. En fait, dans le meilleur des cas, ce que vous écrivez, c'est que ça va aider à de la formation, à une sorte de mobilité. Mais ça ne suffit plus. Pour résoudre ce type de problème, ça ne suffit plus. Et donc, par exemple, l'exemple que je donne, c'est donc territoire zéro chômeur longue durée. Parce que, encore une fois, je pense l'apport que j'essaye d'avoir, c'est de montrer qu'il y a des solutions, parce que sinon, ça reste théorique. Territoire zéro chômeur longue durée, donc l'État est bien présent et définit une loi qui a été votée en 2016, je crois, et va définir un cadre qui va permettre ensuite à des acteurs locaux, donc on n'est plus dans les grands arsenaux publics du 19e siècle, mais des acteurs locaux qui vont créer ce qu'on appelle des entreprises à but d'emploi, qui sont des entreprises spécialisées, par exemple en recyclerie, en travaux de couture, des travaux de ce type-là. Service à la personne. Des services à la personne, donc ils vont recruter ces chômeurs sans aucun critère. Tout le monde peut se faire recruter dès lors qu'on est chômeur longue durée, en CDI, au SMIC, et les personnes ensuite vont être invitées progressivement à essayer de continuer à trouver un emploi sur le marché du travail normal. Et ce qui est intéressant dans cet exemple, c'est que l'État intervient parce qu'il définit un cadre légal, l'État intervient parce qu'il continue à utiliser ses cotisations, ses allocations chômage de la même ampleur, 18 000 € par an et par chômeur. Mais l'invention du côté de la société civile. Sauf qu'au lieu de la donner aux chômeurs, il est partenaire, en fait. On le donne à l'entreprise qui va recruter. Donc l'État devient, il assume qu'il donne une orientation, il donne un cadre, mais ensuite c'est pas forcément lui qui a toujours les mains qui vont concrètement faire les choses. Voilà. Alors Sébastien Soriano, en fait, derrière votre exemple, on voit l'idée que vous refusez l'État stratège tel qu'il a été défini jusqu'ici, c'est-à-dire un État qui fonctionnerait un peu comme une entreprise. Et que vous voulez voir l'État fonctionner non pas comme une entreprise, mais justement comme un organisateur, et vous parlez d'État en réseau, un État en réseau qui petit à petit facilite les choses, qui sont organisées, qui sont structurées, qui sont faites par la société civile. Voilà, sachant que c'est un thème difficile puisqu'il y a déjà eu un peu de récupération de cette thématique. Quand Cameron fait la Big Society en Angleterre, quelque part, facialement, on pourrait avoir l'impression que c'est la même idée. Sauf qu'en fait, cette thématique est récupérée juste pour détruire les services publics et certainement pas pour les remplacer par des alliances avec des acteurs locaux. Donc c'est un thème sensible parce que, suivant la manière dont c'est fait, il peut y avoir, ça peut être le faux-nez. Abandon complètement. Voilà, ça peut être le faux-nez ça peut être le faux-nez d'un abandon. Donc il faut être évidemment très très prudent et donner un contenu concret à ça. Mais c'est bien l'idée. Voilà, c'est bien l'idée. En fait, il ne faudrait pas que l'État ait une stratégie de holding par rapport à l'ensemble des activités qu'il peut avoir. Et que finalement, si l'État abandonne l'idée d'être le stratège, l'État s'intéresse au fond à chaque expérience concrète telle qu'elle est menée, encore une fois, à l'initiative des gens qui sont sur les territoires. Faire ensemble. Voilà, c'est ça. Pas de guichet,
pas de prestations, enfin moins de guichets ou plus de guichets du tout, moins de pyramidal. C'est ça, parce que je voudrais juste, excusez-moi, parce que c'est important, cette question de la holding et du privé. Parce que tout à l'heure, il y a eu une intervention très intéressante de Willy Pelletier sur les allers-retours publics-privés, etc. Moi, ce que j'ai constaté en écrivant ce livre et en faisant à la fois un travail un petit peu historique sur l'origine et l'histoire de la réforme de l'État, et à la fois de remettre à plat tout ce que j'avais vu pendant 20 ans et tout ce que j'avais fait moi-même, ce que j'ai réalisé, c'est qu'effectivement, nous, les managers publics, nous, les dirigeants publics, nous appliquons des méthodes du privé. Et ça, il a fallu que je me pose devant l'écriture d'un livre pour m'en rendre compte. Et j'ai réalisé que ça avait une histoire. Et ce n'était pas de tout temps. Et qu'il y a eu un momentum dans les années 90, autour de ce qu'on appelle le New Public Management, qui a imposé ces techniques du privé et qui, effectivement, a transformé l'État en holding. Ça a une histoire, là aussi. Dans les années 90, en fait, l'État est en crise, parce que ses compétences sont mangées par le bas, par les collectivités locales, par le haut, par l'Europe. Et dans le même temps, il y a toujours une demande sociale forte, une dérive de la dépense publique. Et on dit comment on va faire pour contenir cette dépense publique, comment on va faire pour contenir cet État. Voilà. Et donc là, on dit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire comme les grandes entreprises privées. Donc on va mettre des cost killers, donc des cabinets de conseil qui viennent et qui vous disent comment on réduit les coûts, etc. Et on organise, j'ai vécu la même chose. Voilà. Et on organise tout comme des business units. Donc on va faire des fusions, des objets. Les Français, on est en voilà. France. Vous gênez pas, le français est possible. Hein, et donc on va mettre des objectifs, on va mettre des indicateurs de performance, on va faire des contrats, on va faire des tableurs pour contrôler tout ça, une logique de tableau de bord. Et cette approche, elle a un grand défaut, elle a plusieurs grands défauts, mais enfin, elle a le défaut de dégoûter déjà les fonctionnaires de terrain, ça a été bien dit tout à l'heure, qui ne reconnaissent plus leur vocation dans ce système. Mais elle a un autre défaut, c'est qu'elle sépare la stratégie de l'exécution. Et ça, c'est très grave. Parce que du coup, en fait, le service public n'est plus capable de coller en permanence à la réalité du terrain, parce qu'il est devenu un espèce de truc théorique qui rentre dans un tableur Excel. On ne voit pas le bout de ses actes. Et du coup, il n'y a pas de correction automatique, il n'y a pas de discussion avec les citoyens. Il y a un exemple très parlant que vous n'avez pas pris jusqu'ici, mais qui est dans votre livre et que j'ai trouvé intéressant, c'est la tarification des hôpitaux à l'activité. C'est-à-dire cette réforme qui fait que les hôpitaux, au fond, touchent de l'argent en fonction des opérations qu'ils font. Vous expliquez que le budget d'un hôpital devrait être lié au bassin dans lequel il opère, à la pyramide des âges sur le territoire qu'il utilise, et qu'en fait, il faudrait indexer le financement sur la réalisation de certaines prestations, mais de toutes les prestations qui concernent le territoire, et pas des opérations seulement. Oui, parce que si vous voulez, quand vous dites à un hôpital que vous le rémunérez à une opération, en fait, vous mettez en place toute une mécanique d'incitation absolument mortifère. Donc, vaut mieux faire une transplantation cardiaque qu'une appendicite. Voilà, c'est ça. Et il vaut mieux faire une césarienne. Et on l'a vu là avec la crise Covid. Ouais. Et il vaut mieux faire une césarienne qu'un accouchement naturel. Voilà. Et les urgences sont très rémunératrices. Voilà. Donc en fait, vous avez même comme chose ça dans les EHPAD, tarification à l'activité pour les personnes âgées. Et par ailleurs, une chose que moi je trouve très, très frappante, c'est que vous cassez les coordinations. C'est-à-dire qu'on voit bien que un des buts de guerre de l'hôpital public, c'est qu'il arrive à coopérer et à bien répartir la tâche avec la clinique privée, la médecine de ville et puis le psychosocial. Mais si vous commencez à mettre tout le monde en concurrence en disant, voilà, qui va chercher la meilleure prime, la meilleure rémunération, eh ben, par construction, vous cassez les coopérations. Il faut chercher pour pouvoir exister. Voilà, parce que la rémunération au État vient de là. Voilà. Donc la question qui se pose, c'est au fond, le service public est aujourd'hui piloté par le haut, et par des logiques d'incitation. Et d'optimisation, voilà. D'optimisation des résultats. Et donc c'est une mythologie, petit à petit, qui est la mythologie de l'entreprise privée, voilà. qui finalement a pénétré le service public. Absolument. On vient d'en voir la limite, là. Oui, qui s'est installée et qui est en fait dysfonctionnelle.
qui est qui a dégoûté dysfonctionnelle. les fonctionnaires. Parce qu'elle etc. dégoûte les fonctionnaires, ça casse la stratégie de l'exécution. Mais Et puis- ça rencontre le centralisme historique de la France. Absolument. Et ça rencontre, au fond, toute une pratique dont on a l'habitude, qui est la domination des hauts fonctionnaires. Absolument. Et donc c'est pour ça que, si vous voulez, moi ce que je crois profondément, c'est que le débat central ne devrait pas être entre plus ou moins d'État ou plus ou moins de décentralisation, qui est un débat qu'on entend aussi souvent, mais c'est de casser cette logique dans laquelle ce système, en fait, c'est un système qu'on a créé. C'est pas la faute aux fonctionnaires qui iraient dans le privé, c'est pas la faute aux fonctionnaires en bas de l'échelle qui Non, voudraient mais rien comment faire. d'État? Voilà. Mais c'est vraiment la logique systémique de l'État qu'on a importée du privé. Et donc, je pense qu'il y a un sujet de doctrine, en fait, sur lequel il faut qu'on travaille, de se dire, mais aujourd'hui, en fait, comment l'État, il arrive jusqu'aux citoyens, comment est-ce qu'on crée comment est-ce qu'on s'organise, basiquement. C'est là où je pense qu'il y a une révolution à faire, et où, en fait, cette révolution, elle est aussi commandée par les défis qui sont devant nous. C'est-à-dire que le défi climatique, le défi environnemental, on voit bien que c'est pas l'administration issue de la reconstruction d'après-guerre qui va permettre de convertir l'agriculture à des pratiques durables. Je veux dire, Vous avez une formule à un moment qui m'a posé question, je ne sais pas si on peut l'expliquer. Vous parlez d'un État nouveau modèle, ce que vous êtes en train d'expliquer, et vous dites qu'il pourrait être ce que la permaculture est à l'agriculture. Oui, c'est ça. C'est un changement de système. C'est vraiment un changement de système. L'agriculture intensive, c'est cette idée que voilà, tout est optimisé, c'est le rendement, on fait exactement la même chose partout et c'est ça qui est le plus efficace. Or, ce qu'on voit, c'est que ça use les sols, ça fait après une alimentation qui est dangereuse du point de vue des équilibres génétiques, enfin de tout un tas de choses. Alors qu'en ayant une approche un peu plus modeste, qui compose un certain nombre de cultures, en fait, on a une beaucoup plus grande résilience et, in fine, une plus grande efficacité, à condition d'être patient, à condition parfois de renoncer un peu à de la mécanisation. Enfin voilà, ça suppose de changer ses pratiques. Mais ce qui est difficile, c'est la transition. C'est-à-dire qu'on voit bien que... De passer du cliché à la ressource. Mais pour ça, on voit que vous faites plusieurs, dans le livre, qui est intéressant à lire, plusieurs pistes sur l'État partenaire, sur en fait faire que la demande sociale se formule vis-à-vis de l'État pour retrouver cette espèce de contrat social entre les citoyens ou les habitants et l'État. Vous avez un exemple très intéressant sur lequel je voudrais vous entendre, c'est Tous Anti-Covid, que l'État a voulu que nous ayons tous sur nos smartphones. Et ça n'a pas marché. Et pourquoi ça n'a pas marché ? C'est la question que vous posez, compte tenu du fait que, à côté de ça, ce qui a réussi, c'est Vite ma dose, c'est-à-dire une initiative qui vient encore de la société civile, des gens qui ont dit nous, on va vous expliquer comment vous allez pouvoir trouver l'endroit où vous allez vous faire vacciner très vite. On a l'impression que vous favorisez, vous pensez que l'État aurait dû soutenir Vite ma dose. Ça a été très tard, non pas qu'il l'a soutenu, mais qu'il a dit que c'était pas si mal. Je crois que Macron a donné à l'initiateur une reconnaissance, la Légion d'honneur du mérite, ou je sais pas quoi. Bon, et puis, mais c'est rien du tout. Et il s'est accroché à Tous Anti-Covid, qui n'a jamais marché. Oui, alors en l'occurrence, le parallèle, c'est plutôt une initiative qui s'appelle Briser la chaîne, qui a été lancée par un entrepreneur à impact social qui s'appelle Paul Duhan, qui avait travaillé notamment précédemment avec Pôle emploi, et qui avait proposé en fait un système de la même manière, mais volontaire en fait, de pouvoir prévenir ses proches par un système de ce type-là. Et c'est vrai que il faut, quand on est l'État, internaliser la part de rejet qu'on peut provoquer. Et quand vous êtes l'État et que vous centralisez les données sanitaires de tous les citoyens, ça ne fait pas le même effet que quand c'est une application par un entrepreneur social que vous choisissez, la société civile qui propose, que vous choisissez ou non d'installer. C'est-à-dire que l'État, il a un peu des gros sabots. Tout à l'heure, on parlait de la Mammouth Pride. Moi, je suis d'accord avec cette Mammouth Pride. Il faut assumer que la bureaucratie, ce sont des garanties. Enfin, je veux dire, faut accepter ces choses-là, la neutralité, l'universalité. Mais du coup, ça fait que l'État, il est un peu engoncé. Parfois, il ne peut pas tout faire lui-même. Et donc, c'est là où il faut aller chercher des alliances pour faire avec d'autres. Et donc, on peut se dire, par exemple, vous parliez de Vite ma dose. Vite ma dose, ce n'est pas juste un entrepreneur qui fait ça. C'est toute une administration qui va mettre à disposition des données ouvertes, tout ce qu'on appelle la politique d'open data, qui va les mettre sous des formats qui sont facilement utilisés. Ah non, là je parle de fonctionnaires du ministère de la Santé,
Ah oui. Je parle des fonctionnaires de la direction interministérielle du numérique rattachée au Premier Mais ministre. c'est pas eux qui ont lancé le truc, hein. Oui. Non, mais attendez, la donnée. il n'y a pas... Open il n'y a- data, c'est tu donnes la donnée Oui. et n'importe qui peut s'en servir pour offrir d'autres services. Et c'est exactement le type d'alliance qu'il faut créer. C'est-à-dire, c'est pas le type super smart entrepreneur qui a tout fait tout seul, et c'est pas non plus l'État qui a fait tout seul. C'est une alliance qui se noue à un moment parce qu'effectivement, on a joué ce rôle de ressource, on a fait la courte échelle, quelque part, l'État fait la courte échelle. Il amène la ressource qui permet à la société de faire. Et parce qu'on va avoir le meilleur des deux mondes, entre le public qui amène des choses inégalables, qui est un lieu de rassemblement inégalable, hein, comme dit, on a cité Pierre Bourdieu tout à l'heure sur la noblesse d'État. Moi, j'aime bien aussi citer Pierre Bourdieu pour dire que l'État, c'est la banque centrale du symbolique. C'est vraiment l'endroit qui est capable de rassembler symboliquement une nation. Et donc, c'est ça, en fait, le super pouvoir de l'État aujourd'hui. Rassembler, donner un cap, donner de la ressource. Et donc, c'est plus forcément uniquement contraindre. Hein, voilà, on est dans un moment où il faut donner des capacités d'action à la société, plus que de contraindre la société. Mais ça reste l'État. C'est pas parce que l'État... Quand même, vous dites Ouais. l'État, mais en fait, c'est beaucoup les collectivités Absolument. territoriales et les autres fonctions publiques. Donc, je dirais les services des fonctions publiques qui, mettant les données à disposition, font qu'il peut y avoir Uber, avec toutes les critiques qu'on peut faire, mais enfin, il peut y avoir l'État solidaire, il peut y avoir des quantités d'initiatives proches des gens. Mais c'est presque autogestionnaire. Vous citez à 2 reprises Rosan Valland dans votre livre, mais vous n'allez pas jusqu'au bout de ce que serait une société beaucoup plus partenaire, avec une reconnaissance de l'expertise de l'usager, de l'expertise du citoyen, de l'expertise de vous et moi, quoi. Ce serait l'État en réseau. C'est ça, l'État en réseau. Voilà, l'État en réseau, c'est ça. Alors Il y a effectivement, de la marge pour y aller, là. j'ai peu cité des questions gestionnaires. J'ai voulu que mon livre ne soit pas politique. J'ai voulu que mon livre C'est soit... peut-être dommage. Il se situe au niveau... Hein, c'est Michel Debré qui dit l'administration, c'est l'instrument. Voilà, c'est un instrument. Et donc, moi, je me situe au niveau de l'accordeur de piano. Voilà. Et après, il y a le personnel politique qui est là, qui va composer le C'est peut-être morceau un et mix, qui va Parce l'interpréter. qu'en fait, Voilà. on travaille pour qui quand on est Non, mais je veux fonctionnaire dire, chacun son rôle. Donc, moi, ce que j'ai voulu, c'est montrer qu'il y avait une manière de faire qui, quelque part, pouvait correspondre à des priorités politiques différentes. Parce que c'est une raison pour laquelle je n'ai pas été sur ce terrain de l'autogestion qui était un peu marqué, même si vous avez raison, c'est bien les mêmes éléments qui sont en jeu. Et par rapport aux collectivités locales, j'irais même un cran plus loin de ce que vous dites, c'est-à-dire que les collectivités locales sont très en avance sur ce qu'on est en train de parler. Et c'est la raison pour laquelle moi j'ai voulu m'intéresser à l'État, qui est particulièrement resté assez figé. Engoncé. Par rapport, alors que la société a énormément évolué, que les collectivités locales se sont lancées dans des pratiques participatives assez extraordinaires. Moi, j'aime beaucoup citer le permis de végétaliser de la ville de Paris, qui est un exemple, voilà, où tout citoyen peut demander à ce qu'en bas de sa rue, on débitume une partie du trottoir, on lui donne... Les tours des arbres, souvent. Voilà, quelques graines ou les tours des arbres, on lui donne quelques graines, quelques éléments, et il va lui-même planter. D'autres villes l'ont fait aussi. Souvent, ça fait des partenariats, des contacts entre voisins, ça crée une sociabilité un petit peu différente. Et on voit comment, par rapport à un défi aussi éminent que le défi climatique, on peut mobiliser les citoyens, alors pas forcément à grande échelle, mais au moins une petite échelle, pour résoudre ce genre de défi. Il y a un secteur sur lequel vous faites une proposition qui est... intéressante. Vous dites qu'il y a des angles morts de la politique et vous vous inquiétez beaucoup sur la jeunesse. Et vous parlez de l'autonomie avec ce que font les pays scandinaves, l'allocation d'autonomie. Là, c'est plus que clair comme indication sur ce qui pourrait être fait. Oui, effectivement, on voit bien qu'on est à la limite d'un système sur la question de la jeunesse, puisque en fait, le marché du travail et le cursus de la vie est complètement bouleversé, notamment par l'accélération technologique, qui fait que demain, vous allez avoir 3-4 métiers dans votre vie. Et donc, la manière dont on entre sur ce marché du travail, en fait, elle est complètement différente de celle qui y avait auparavant. Et par ailleurs, auparavant, les jeunes avaient tendance peut-être à vivre un peu plus chez leurs parents. Enfin, il y avait des solidarités familiales qui jouaient un petit peu différemment. Et il me semble effectivement qu'aujourd'hui, il y a un trou dans la raquette par rapport aux nouvelles types d'inégalités qui peuvent se mettre en place. Et voilà, il y a certainement des choses à faire dans cette direction. Oui. Je voudrais vous entendre sur la réforme de l'ENA.
Oui. Compte tenu du fait que vous êtes, vous aussi, membre de la noblesse d'État, dans quelles conditions vous avez vécu cette transformation? Est-ce que vous pensez que ça peut nous apporter quelque chose et que ça va dans le sens de votre livre? Alors écoutez, moi j'ai tendance à être assez favorable à toute mise en mouvement. J'aurais pas forcément commencé par là, mais ça me semble être un coup de pied dans la fourmilière intéressant. Voilà. Maintenant, je dirais qu'il y a plusieurs choses. Bon, ça a été dit par plusieurs corps de fonctionnaires, notamment l'inspection générale des affaires sociales. Attention quand même aux modalités. Il ne faudrait pas qu'on remette en cause quand même un certain nombre de garanties par rapport à des emplois de contrôle. Enfin, je veux dire, certains hauts fonctionnaires sont dans des positions de défendre les citoyens. Et donc, il faut qu'il y ait des garanties par rapport à ces parcours. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'il ne faut surtout pas s'arrêter là. C'est-à-dire que, effectivement, Là, ça commence par le haut. Voilà, c'est bien. Mais vous proposez plutôt de faire germer par le bas. Pour moi, ce qui est en jeu, ce sont des pratiques publiques. Quand on a un problème à résoudre, comment on le fait? Pour moi, c'est ça le sujet. Par exemple, quand on se rend compte qu'on n'a pas de masque au début de la crise sanitaire, la question, c'est comment on répond à ça? Par exemple, il me semble que les mouvements de couturiers, couturières, surtout de masques, ou les fabricants de visières, donnés aux moment-là, hôpitaux. peut-être qu'on n'a pas complètement bien considéré la manière dont on pouvait s'appuyer sur cette ressource sociale. Voilà. On préférait mentir, c'était plus simple. Et puis ensuite, c'est autre chose. Et ensuite, on a aussitôt, dès qu'on a pu avoir des masques, on a défini un certain nombre de standards techniques et industriels qui ont fait que tous ces acteurs ont été complètement rayés de la carte. Et donc on voit bien que, pour moi, c'est ça le sujet. C'est comment on affronte ce type de problématique en faisant appel à l'intelligence collective, à la capacité de mobilisation de la société, plutôt que toujours de se replier vers un État qui doit tout décider, tout faire, surtout tout faire tout seul. Moi, je crois que la demande, dans un monde qui devient de plus en plus complexe, l'État va avoir un rôle, en fait, de plus en plus étendu. De mobilisation générale. Il faut aller vers un État augmenté, si vous voulez. Mais pour que cet État augmenté soit possible, on ne va pas l'affaire de tout. On va pas recruter à l'infini des fonctionnaires, on ne va pas faire exploser les budgets publics. Donc, pour avoir une couverture qui soit large, je reprends encore l'exemple des territoire zéro chômeur de longue durée. Quand vous parlez fonctionnaires, vous parlez budget. Pour étendre sa couverture. Il est totalement pris dans le truc de l'entreprise en même temps. Pour étendre sa couverture, l'État doit trouver des alliances. Moi, c'est ça le cœur de mon propos. Vous vous êtes entendu, Monsieur Soriano? Vous parlez d'État, vous parlez d'augmentation, etc. Et vous dites à ce moment-là, budget, si jamais on donnait à chacun, etc. Or, je trouve que la réflexion sur la fonction publique et son lien avec le budget, c'est justement ce par quoi pêche la prise en compte de l'utilité du service public. Oui, mais je crois quand même que sur ce sujet, il faut se dire qu'il n'y a pas d'argent magique. Alors, en ce moment, il y a eu de l'argent un petit peu magique. Mais moi, en tant que dirigeant public, quand je dépense 1 euro d'argent public, je pense toujours que c'est l'argent du contribuable. Oui, alors toujours. Ça, c'est totalement vertueux. N'empêche que... Et donc, si vous voulez, cet argent, c'est un argent qui est particulier. C'est pas pour rien qu'il y a l'article 15 de la Constitution qui dit qu'on doit être redevable de cet argent. Et donc, je crois qu'on doit avoir... Et encore une fois, moi, je pars des Gilets jaunes, plus de services publics et moins d'impôts. Et donc, le contribuable, excusez-moi, mais il doit en avoir pour son argent. Voilà. Et donc, nous, on doit être vigilants à l'intérieur de l'État, de faire en sorte qu'effectivement, cet argent des Français, cet argent de nos concitoyens, on l'utilise, je n'irai pas jusqu'à dire avec parcimonie, il ne faut quand même pas exagérer, mais avec une vraie maîtrise. Simplement, c'est mon propos. L'argument budgétaire est un argument qui, parfois, défait la réflexion sur l'utilité d'un service public. Oui, ça l'interdit. Est-ce que, par exemple, parce que moi, c'est quelque chose que j'ai trouvé amusant, je ne m'étais jamais fait cette réflexion, mais en préparant cette émission, la direction qui s'occupe de la fonction publique, la DGFP, dépend du ministère des Finances. Ça n'a pas toujours été, c'est assez récent. Il y a eu des ministres de la fonction publique, mais depuis très longtemps, il n'y en a plus. C'est le ministre des Finances qui gère la fonction publique. Ce qui est quand même un verrou un tout petit peu angoissant ou inquiétant par rapport à toutes vos propositions que vous faites d'États partenaires en réseau, respectueux des initiatives locales. D'accord si ça coûte rien. D'accord si ça coûte rien. Si ça coûte moins. Oui, mais je suis désolé, encore une fois, je pense qu'il faut... Le sujet, c'est de s'extirper de ça.
Oui, justement. On est complètement Là, d'accord. Là, on est Oui, d'accord. mais d'accord. Bah oui, mais s'extirper, Pas c'est pas, forcément c'est pas de défendu, dire qu'on oui. peut faire des chèques à l'infini. Voilà. On ne dit pas ça non Donc, plus. oui, mais voilà. Donc c'est pour ça que le sujet, ça doit être de se dire comment est-ce que, si la demande sociale c'est plus, comment est-ce qu'on arrive à faire plus avec des moyens qui restent raisonnables? Faut C'est peut-être quand même se un poser sujet la qu'on est question obligé d'avoir en tête. Et donc, si vous voulez, on ne peut pas simplement répondre à la demande de protection, la demande d'accompagnement des transformations en sortant le carnet de chèques. Et encore une fois... Non, mais si vous voulez, l'argument budgétaire est toujours un argument qui Biaisé. cache autre chose, qui biaise la situation, effectivement, et qui empêche de prendre en compte l'essentiel. mais C'est-à-dire ce à quoi le service public sert. je crois qu'on dit la même chose, mais différemment. C'est-à-dire que le problème actuel, c'est que tout est gouverné par le budgétaire. On est d'accord. Oui, on est d'accord. Et donc, c'est la raison pour laquelle ma proposition est de changer la doctrine. Et de Pour dire essayer que de faire émerger ça une ne, demande ça sociale. ne doit plus Consciente. ça ne doit plus être cet État holding qui ne pense que par un pilotage un peu anonyme et lointain du terrain par des contraintes budgétaires. C'est cet État qu'il faut dépasser. Cet État soi-disant stratège, qui est en fait une escroquerie, qui est une illusion. L'État n'est pas du tout stratège, il est juste contrôle fric du budget. C'est ça la situation Alors qu'il devrait actuelle. être, puisque vous citez Roland Barthes, instrument du destin commun. Voilà, absolument. Et donc moi, ce que je propose, Comment on y va, c'est d'en ensemble finir avec cet angle de vue, c'est d'en finir avec ce prisme. Mais à la fin, il y a toujours de l'argent. C'est ça mon propos. C'est-à-dire que de toute manière, il va bien falloir faire attention à la manière dont on dépense l'argent. Mais simplement, il ne faut pas rentrer dans les sujets par le budgétaire. C'est ça mon propos. Merci Sébastien Soriano. Donc je rappelle que votre livre s'appelle « Un avenir pour le service public, un nouvel État face à la vague écologique, numérique, démocratique » et il est publié chez Odile Jacob. Alors maintenant, c'est le moment de fermer votre télévision et de vous dire comment prendre en charge ce qui attend les fonctionnaires, c'est-à-dire comment mobiliser, comment s'organiser pour faire que les fonctionnaires soient perçus par tout un chacun comme le personnel utile à cette société. Merci.